vais, pour commencer cette matinée, appeler Chiara Santini. Le 11 décembre 1891, sous les dômes du palais du Champ de Mars, les tout Paris de la presse, des institutions politiques et culturelles, les tout Paris de la municipalité, les tout Paris des journaux, s'est réuni autour du cercueil d'Adolphe Alphin, l'ingénieur qui, pendant 20 ans, avait dirigé l'important service des travaux de Paris. Devant ce cercueil, sous ce grand baldaquin, défilent des collaborateurs et des administrateurs. Ils ont tous la même difficulté, c'est-à-dire ils rencontrent tous la même difficulté. Comment définir Alphin? Comment définir son œuvre et surtout comment définir les compétences d'où son œuvre découle? Là, vous voyez la première page que lui consacre l'univers illustré. Alors, Léonce Levrault, qui est président du conseil municipal à l'époque, choisit de démultiplier les adjectifs. Donc, il dit la variété de ses aptitudes était infinie. Il était tout à la fois ingénieur, architecte, financier et administrateur. Et après, il avait la qualité de savoir tirer parti de toutes ses capacités. Effectivement, hier comme aujourd'hui, il semble difficile de définir Alphin. Et c'est là car, déjà de son vivant, on lui a attribué toutes les qualifications et les compétences professionnelles en lien avec les projets du paysage urbain. Il a été défini à la fois ingénieur, architecte, architecte paysagiste, artiste, aménageur, jardinier, jardiniste, et j'en passe. Et ça, c'est autant à l'époque qu'aujourd'hui. Il faut dire que les publications qui ont suivi sa mort ont en quelque sorte entretenu le mythe. Par exemple, en 1895, lors du congrès général international des architectes, l'un de ses plus proches collaborateurs, l'architecte Bouvard, il revendique pour Alphin une place entre les grands architectes de son époque. Donc bien sûr, Alphin n'était pas un architecte, il n'avait pas le diplôme, mais dit Bouvard, son œuvre, qui est une œuvre des créateurs des parcs et jardins qui ont transformé les paysages de la ville, est bien sûr une œuvre d'architecte. Or, en dépit de ces multiples attributions, les documents d'archives prouvent que ce n'est pas Alphin qui volontairement ou non, a entretenu ces mythes des professionnels polyvalents. En fait, Alphin, il s'est toujours défini avec un seul titre, celui d'ingénieur des ponts et chaussées, car à son avis, ce titre correspondait parfaitement à sa formation, à sa vision de la fonction publique et aussi à sa méthodologie de travail. Il va s'ajouter, et je dis s'ajouter parce que, comme vous le voyez ici dans ces documents, on a dans les archives des notices biographiques qu'Alphin écrit lui-même. Il va s'ajouter à partir de 1871 le titre d'administrateur. Administrateur car cette définition représente bien ces rôles des grands chefs d'orchestre de tous les services techniques de la ville. Alors, de même, il est intéressant de remarquer qu'Alphin n'a jamais revendiqué des compétences spécifiques ni en matière d'horticulture, ni en matière de dessin des jardins, et que, de ce point de vue, les seuls projets que nous lui connaissons, c'est-à-dire les projets qu'il a signés, sont des œuvres techniques, des infrastructures qu'il a réalisées quand il était ingénieur ordinaire au service des ports des commerces du département de la Gironde. Donc notamment, par exemple, les quais verticales de Bordeaux. Les dessins des parcs et jardins de la ville de Paris sur lesquels nous trouvons sa signature sont en fait des dessins qui ont été réalisés par ses collaborateurs et qui ont été, c'était la méthodologie de l'administration de l'époque, qui ont été soumis à sa signature. Ces documents donc nous montrent que très rarement Alphin a en fait été intéressé, a été impliqué dans un travail concret d'élaboration d'un projet. Il suit pourtant toutes les phases de la réalisation du projet et il a les compétences pour évaluer les bons achèvements de chaque step dans lequel le projet se compose.
Donc l'écart qu'il existe entre les documents d'archives d'un côté et la littérature de l'époque de l'autre, à mon avis, dévoile deux éléments qui sont des enjeux fondamentaux pour comprendre son œuvre. Donc d'un côté, la difficulté, d'un côté la prédominance, excusez-moi, de son œuvre paysagère. Hein. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, quand on parle d'Alphand, on parle toujours de cette construction des parcs et jardins, donc la création du paysage parisien. Donc je dis paysage parce que justement l'expression paysage urbain commence à apparaître à cette époque dans la littérature sur les parcs et jardins et notamment en référence à l'œuvre d'Alphand. Alors, on parle d'Alphand comme le créateur des espaces et des promenades parisiennes et on met un peu en deuxième plan tous les autres chantiers dont il a dirigé l'achèvement et la réalisation. Donc Jean-Pierre nous les a rappelés tout à l'heure. Donc l'éclairage public, la grande voirie, la distribution du gaz, et jusqu'au métropolitain. L'autre enjeu que cet écart entre les documents d'archives et les documents et la littérature nous montre, c'est la difficulté à cette époque de définir au niveau de la forme comme du contenu qu'est-ce qu'il fait, celui qui fait le projet du paysage, fait le projet du jardin. C'est-à-dire les professions qui sont impliquées dans l'aménagement des jardins et des espaces publics, on n'arrive pas à les définir et donc on attribue un peu génériquement toute une série d'adjectifs qui sont autant appliqués aux architectes qu'aux horticulteurs, voire aux ingénieurs qui sont en corps d'État et qui probablement n'ont pas demandé ça. Alors, pour contribuer à resituer les rôles joués par Alphand à l'intérieur des grands travaux de transformation de Paris, mon intervention va traiter de l'organisation administrative des chantiers des espaces verdoyants, c'est ainsi qu'il les appelle Haussmann, et de l'institution du service spécial et du service des promenades et plantations. Donc c'est un service spécial qui est établi par un décret du préfet du mois de décembre 1854 jusqu'à la mort d'Alphand, donc en 1891. Elle va s'articuler en deux parties. Dans un premier temps, je m'attacherai à présenter l'évolution du service des promenades et plantations avec une attention particulière au rôle des ingénieurs. Et dans une deuxième partie, des éléments qui caractérisent l'organisation de l'équipe d'Alphand issue d'une analyse des documents d'archives. Donc, plus en général, la présentation que je vous fais aujourd'hui est le résultat de l'un des volets d'une recherche qui fête cette année les 10 ans, donc une recherche que j'ai conduite dans les archives parisiennes et dans les bibliothèques historiques, sur des fonds sur la ville de Paris et sur des fonds aussi sur Haussmann, Alphand et ses collaborateurs. C'est aussi l'occasion, vous me permettez une petite parenthèse, pour remercier deux personnes en particulier, donc de Christine Auvet, qui est responsable des fonds iconographiques de la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, donc nous reçoit en quelque sorte ici aujourd'hui, et Bernard Landau, qui a été architecte voyer général de la ville de Paris et qui aujourd'hui dirige un département d'espace public à l'école des ingénieurs de la ville, parce que cette intervention n'aurait pas pu avoir lieu sans leur aide. Ils m'ont mis à disposition non seulement avec une grande générosité leurs compétences, mais surtout leur temps et leur fine connaissance de l'administration parisienne et de ses sources. Mais venons maintenant au premier point de mon intervention. Le 20 décembre 1854, Alphand est détaché du service des travaux publics, donc du ministère des Travaux publics, à la ville de Paris. Alors, il l'a détaché parce que les administrations des ponts et chaussées, donc l'administration des ponts et chaussées est dépendante du ministère des Travaux publics et les ingénieurs des ponts sont des fonctionnaires publics, donc des fonctionnaires d'État qui travaillent pour les ministères et qui, quand ils vont travailler dans d'autres administrations, ils ont besoin d'être détachés. Et ça, c'est important parce que pour comprendre Alphand, il faut comprendre qu'il fait partie d'une structure très organisée et qui travaille pendant toute sa vie avec surtout ses anciens copains d'école et quand même des fonctionnaires qui ont été comme lui formés dans les grandes écoles. Alors, il a détaché à la ville de Paris pour prendre la responsabilité d'un nouveau service, le service spécial des promenades et plantations, donc qui a été créé en 1854,
sa vie effective commence le 1er janvier 1855. Et qu'est-ce que ça veut dire à l'époque? Diriger les services de promenade et plantation, ça veut dire aller diriger les gros chantiers du bois de Boulogne, qui est un point mort, dit Haussmann, à cause d'une erreur dans les calculs du nivellement du paysagiste Varé, qui avait été affecté à la direction de ces chantiers par Napoléon III. Alors ici, vous voyez un dessin qui a été reproduit par la suite, qui est conservé dans les collections de la bibliothèque historique de la ville. Alors, pour comprendre la démarche d'Haussmann et le rôle qui sera assigné à Alphand, il faut s'arrêter brièvement sur les circonstances de cette mise à disposition. En effet, une lettre que j'ai retrouvée dans la bibliothèque de l'Hôtel des Villes, une lettre qui Haussmann adresse à Napoléon III au mois de décembre 1853, donc un an avant l'appel d'Alphand, explique clairement que les raisons de l'hostilité que Haussmann nourrit vis-à-vis de Varé ne sont pas recherchées dans cette beau dégât, comme l'appelle Haussmann, mais plutôt dans un problème dans l'organisation du chantier. Donc, Varé, écrit Haussmann, n'a aucune connaissance des règles de l'administration et oblige les personnels du service à des vérifications continuelles. De surcroît, son accès direct à l'empereur, avec lequel il discute du projet de ces modifications, lui cause des difficultés dans la gestion du chantier et dans les rapports avec le conseil municipal. Et cela est sans compter que Varé, et Haussmann se fait un plaisir de les signaler, ne connaît pas les courbes de niveau, donc ces plans n'ont pas la technicité nécessaire pour gérer un chantier de cette importance. En fait, avec ces kilomètres de routes carrossables, ces ouvrages hydrauliques, ces plantations, ces concessions, les bois de Boulogne s'apparentent plus au jeu d'Haussmann, aux infrastructures à portée territoriale qu'un jardin. Par conséquent, sa direction devrait être confiée plutôt qu'à un jardinier paysagiste limite illettré, c'est comme ça que Haussmann définit Varé, un ingénieur des ponts et chaussées, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État spécialisé dans la gestion des grands travaux publics. Alors ici, vous voyez un plan statistique des conduites d'eau du bois de Boulogne et des dessins qui sont issus du rapport qu'Alphand dresse en 1859 sur les grands chantiers du bois de Boulogne, un rapport manuscrit qui est conservé ici à la bibliothèque de l'Hôtel des Villes et qui sera par la suite envoyé à New York et traduit en anglais par les comités qui à la même époque s'occupent de dresser les cahiers charges pour les parcs, les Central Park. Donc c'est un rapport dans lequel vous voyez déjà tous les dessins techniques qui sont réalisés pour conduire ces chantiers. Donc, à la différence de Varé qui travaille sur les courbes de niveau, les ingénieurs des ponts et chaussées peuvent mettre à disposition de l'administration un bagage de savoir et savoir-faire technique à la hauteur des projets de l'empereur. Ils sont formés à l'aménagement territorial, à la gestion des flux et à toute question d'ordre économique relevant de la mise en œuvre et de la gestion des infrastructures. En outre, puisqu'ils sont familiers d'une organisation du travail fortement hiérarchisée et soudée par l'esprit des corps, ainsi qu'à la discipline militaire, donc sont passés par l'école polytechnique, ils représentent un personnel fiable et parfaitement adapté à la direction centralisée qu'Haussmann envisage d'imprimer aux travaux de transformation de la capitale. Cette préférence pour les ingénieurs est un élément fondamental pour comprendre l'organisation qu'Haussmann donne à son administration. Culture technique et logique territoriale, qui sont les deux piliers, c'est une citation de Merlando, qui sont les deux piliers sur lesquels se base la formation des ingénieurs, sont aussi les deux piliers sur lesquels Haussmann envisage de baser l'organisation de son administration. Et grâce à cette démarche, l'œuvre mise en place par les préfets de la Seine va continuer tout au long du XIXe siècle, jusqu'à presque sa fin, en 1891, au décès d'Alphand, avec les mêmes personnels, avec les mêmes méthodologies, avec la même vision du service public.
Donc ça, c'est des photos qui sont conservées dans les départements des simples photographies de la Bibliothèque, de la Bibliothèque nationale de France, pour lequel je remercie les conservateurs de m'avoir permis d'accéder directement aux originaux, et qui montrent, sont des photos contemporaines au chantier, et qui montrent l'importance qu'est dans cette ville la communication, la gestion des flux, l'organisation de la circulation, non seulement dans la construction du réseau viaire, mais même dans la construction des jardins. Donc vous voyez, les premiers, c'est les squares des arts et métiers, et on voit bien qu'au-delà d'être un jardin, c'est aussi un point d'accès du boulevard Sébastopol jusqu'aux arts et métiers, au conservatoire des arts et métiers. Alors, l'instrument principal de la réforme administrative d'Haussmann est le service municipal des travaux publics. Alors, il s'agit d'un ancien service au sein de la municipalité de Paris qui dépend du préfet et qui, à partir des années 50, peut recevoir des ingénieurs. Alors, en 1856, Haussmann profite du départ de l'ingénieur qui les dirigeait pour les réorganiser complètement. Donc, quelques petits schémas pour aller vite et pour vous expliquer quand même l'importance du rôle qu'Alphand va jouer dans l'administration publique. Donc, par décret du 28 février 1856, Alphand, donc l'ingénieur Michal prend la place, Alexis Michal prend la place du Puy qui était son prédécesseur sous ce service municipal des travaux publics qui dépend du préfet. Et ce service est divisé en 3 compartiments. Donc la voie publique dirigée par un ingénieur Homberg, les eaux et égouts par Belgrand et les promenades de plantation par Alphand. Alors en rouge, vous avez les ingénieurs. En vert, les horticulteurs, soi-disant horticulteurs paysagistes, et en orange, les architectes. Alors, je vous les ai montrés comme ça pour vous montrer comment cette organisation est gérée par des ingénieurs sous les ordres desquels sont tous les autres représentants de l'art. Alors, Alphand, qui n'est pas ingénieur en chef, donc qui fait fonction d'ingénieur en chef, peut finalement avoir à ses dépendances 2 ingénieurs, donc Darcel et Foulard. Darcel gère les grands chantiers du bois de Boulogne et Foulard tous les jardins intérieurs à la capitale. Daviou et Auger sont les deux architectes. Donc Daviou et Auger ils travaillent déjà à la municipalité, et Daviou en fait il travaille déjà avec Alphand depuis 1855, de même que Barrier Deschamps. Donc c'est la première équipe qui est constituée quand les services sont encore un service spécial. Daviou devient architecte en chef. Auger et il s'occupe de tous les nouveaux travaux et des nouveaux projets, alors que Auger s'occupe des travaux d'entretien. Et ils ont une petite équipe d'architectes, ils sont 3 à leur dépendance. Et également aux dépendances d'Alphand, il y a 3 jardiniers, donc 2 en particulier, Barrier Deschamps et La Fourcade, qui sont venus eux aussi de Bordeaux, et qui vont s'occuper de tous les travaux de plantation et d'horticulture de ce service. Alors c'est un ingénieur jardinier, comme on l'appelle à l'époque, ce sont un peu les sobriquets qui lui donnent ses copains d'ingénieurs. En fait, il se retrouve finalement à l'intérieur de l'administration publique, parce que pendant 1 an, il a travaillé juste avec les préfets, un peu en dehors de tout du système municipal. Alors, cette première configuration va signer le début de la carrière d'Alphand dans l'administration publique, mais c'est qu'un début. Donc, en 1859, il récupère, suite à la transformation de Paris, donc suite à l'annexion des arrondissements périphériques, les services d'Alphand va récupérer les travaux d'hydraulique pour les jardins et l'étude de ces travaux d'hydraulique, et aussi l'éclairage public. Donc c'est la première fois où l'éclairage public devient finalement une question pas seulement d'infrastructure et de circulation, mais aussi en quelque sorte des décors urbains. Et jusqu'en 1867, donc là, par décret du 13 avril, donc à peine commencé l'exposition universelle, nouvelle réforme. Cette fois,
Michal va se retrouver un chef de seulement 2 divisions, et dans cette nouvelle organisation, les services des promenades de plantation a eu vraiment un rôle fédérateur, c'est-à-dire Alphand, son chef, est devenu responsable de la direction de la voie publique et des promenades, donc il a regroupé sous ses ordres tous les ingénieurs de la voie publique, donc toute la voirie, et en même temps les promenades de plantation, l'éclairage public et les concessions. Donc vous voyez, c'est l'une des plus importantes déjà administrations d'ingénieurs de l'État. Il peut compter non seulement sur Darcel et Grégoire a remplacé Foulard, mais aussi sur tous les ingénieurs de la voie publique, et également sur ces architectes Daviou et Auger qui dirigent un service de plus en plus important d'architecture, Barrier Deschamps, Lafourcade, et à cette époque même Edouard André qui arrivait comme jardinier principal des jardins du circuit périphérique. Alors, en quelque sorte, cette transformation de 1867 marque la transformation du service d'Alphand dans la plus importante administration, donc je vous disais, des ingénieurs du pays. Et c'est un mot que Haussmann utilise. Alors, les rapports entre Haussmann et Alphand seront traités aujourd'hui, mais les documents d'archives montrent que Haussmann, il a un lien très très fort avec cet ingénieur qu'il a rencontré à Bordeaux, et qui va protéger au sein de l'administration publique, même vis-à-vis d'accusations et des problèmes que ses collègues ses collègues vont créer. Donc, notamment, il y a un procès dans lequel Alphand devra répondre parce qu'il semble qu'il ait porté atteinte à l'honorabilité du corps, et sera Haussmann en premier qui, avec toute une correspondance très importante, va les défendre jusqu'au bout et jusqu'à obtenir que d'abord il soit jugé par les conseils municipaux, parce qu'avant de juger un ingénieur, il dit il faut déjà démontrer qu'il est coupable. Donc on va pas, c'est moi en tant que préfet, l'ayant choisi, que je vais les protéger devant l'opinion publique. Alors, la réorganisation des 67 présente en quelque sorte l'accomplissement du processus de gestion de l'espace urbain, à la fois global et systémique, mis en place à partir de 1856. En son sein, la ville est appréhendée comme une entité globale où chaque composante entretient un rapport indissoluble et nécessaire avec les autres. L'esprit des réseaux prend finalement corps dans cette trame multiscalaire que des bois aux plantations d'alignement ordonne, organise, relie, régularise, hiérarchise, pour citer François Chouet, tous les tissus urbains. Alors, cela s'est traduit au niveau administratif par une approche pluridisciplinaire des sentiers. Donc, regardons par exemple l'aménagement d'un trottoir planté. Là, c'est une belle coupe qui est publiée dans un traité du baron Ornouf, donc 3e édition, où Alphand a concouru notamment avec une partie de l'introduction des promenades de Paris, pour créer par exemple une plantation urbaine. Les ingénieurs doivent travailler en groupe, en très forte relation, parce que d'un côté, il faut réaliser la chaussée, il faut réaliser les trottoirs, et après tous les liens qu'ils ont entre les trottoirs et les sous-sols, donc les réseaux des égouts, les réseaux du gaz et les drains aussi pour les plantations, et notamment connaître très bien les chantiers, parce que par exemple en ce qui concerne les conduits de gaz, elles ne doivent pas toucher la terre végétale parce qu'elles pourraient porter atteinte aux plantations. Alors, la création de la direction des travaux de Paris qui est réalisée par arrêté du 27 mai 1861 représente l'étape finale de ces processus de centralisation des services techniques dans les mains des ingénieurs, et indépendamment des changements du régime politique et de ses chefs, la structure administrative d'Haussmann non seulement est maintenue, mais le service est dirigé par Alphand et transformé dans une puissante direction municipale. En fait, nommé par Thiers à la direction des travaux de Paris, vous voyez, Haussmann dirige désormais la direction de la voie publique, la direction des promenades de plantation, l'éclairage, les concessions, les voitures, et à partir de 1878, la direction des eaux et égouts, et également tout ce qui concerne, ce qui touche les fêtes publiques, les beaux-arts, l'architecture des bâtiments publics et les grands services d'assainissement et d'architecture de la ville. Alors, bien que dépendant du préfet de la Seine, c'est lui le véritable préfet, écrit Haussmann dans ses mémoires.
exerçant pendant 20 ans une autorité sans partage sur les administrations qui compte autour de 1300 titulaires, plus des milliers d'employés. Alphand continue les chantiers commencés sous son édilité précédente et avec les mêmes approches globales en inaugure de nouveaux. Donc les nouveaux jardins qui sont réalisés sur ces 20 ans qui sont très mal étudiés par la littérature sur les jardins publics. Donc les parcs Montsouris, bien sûr, même s'il a été commencé au Second Empire, les jardins du Trocadéro, le square Parmentier, les squares des Ménages, les Verts Galants, etc. Alors à partir de 1871, les services de promenade et plantation a aussi d'autres directeurs, parce que quand on pense à Alphand, on s'imagine toujours qu'il a dirigé ce service. Ce n'est pas le cas. Disons qu'à partir de 1867, il est un chef d'une direction tellement grande qu'il doit commencer réellement à déléguer. Donc les directeurs sont Jean Darcel, Émile Nouton et d'autres qui se partagent cette direction qui en fait va apparaître, disparaître dans l'organigramme de l'administration publique. Par exemple, il y a 4 ans, entre 1878 et 82, où Alphand même l'a fait fermer parce qu'il considère que les grands travaux ont déjà achevés, donc on peut continuer juste avec de l'entretien. Et il va partager la responsabilité entre ses collaborateurs. La chose qu'il faut retenir, et c'est important de retenir, c'est que même si toutes ces transformations surviennent, donc ce serait très fastidieux de pouvoir les énumérer, mais les services restent organisés quand même selon la même répartition donnée par Haussmann, donc travaux de création et d'entretien, surveillance et police, bois, établissement horticole et travaux d'architecture. Alors, les modèles de gestion urbaine élaborés par Haussmann et perpétués par Alphand est d'autant plus représentatif de cette époque juste vraiment après la mort d'Alphand, la direction est transformée et à partir de 1897, 15-17, elle est carrément divisée en 2 services. Les premiers dirigés par Houet, qui est son collaborateur le plus proche et qui est un ingénieur. Et Houet va diriger un service qui s'occupera des plantations urbaines. Et donc, c'est un service intégralement d'ingénieurs. Et de l'autre côté, il y a un service d'architecture dirigé par Bouvard qui va s'occuper des jardins et promenades publiques. Alors, c'est-à-dire que on a eu dans l'administration parisienne, c'est un peu long, mais c'était nécessaire de vous montrer tout l'organigramme. Dans l'administration parisienne, on a eu, c'est presque 40 ans, où les ingénieurs, les architectes, les horticulteurs, les paysagistes et toute autre compétence liée au projet ont travaillé ensemble à l'intérieur de la même administration. Et c'est à partir de la mort d'Haussmann, d'Alphand, pardon, et c'est la même année que la mort d'Haussmann par ailleurs, qu'on va diviser ces 2 secteurs pour arriver à dire que finalement les plantations urbaines et tout ce qui concerne les infrastructures se relèvent des ingénieurs et tout ce qui concerne les jardins, donc vous voyez, la nature en ville est divisée en 2, plantations urbaines d'un côté ingénieurs et de l'autre côté jardins et parcs, relèvent des ingénieurs, des architectes. Donc on va diviser pour toujours ces 2 compétences à l'intérieur de l'administration. Alors, voyons à la deuxième partie, j'irai plus vite. Donc, on parlera beaucoup d'Alphand. Il faudrait parler aussi de son équipe, parce que si la figure d'Alphand n'est pas tellement étudiée, celle de son équipe l'est encore moins, et notamment les protagonistes, ingénieurs, architectes et horticulteurs, qui sont souvent des techniciens de haut vol et qui ont avec Alphand des rapports non seulement professionnels mais aussi personnels. Alors, n'est pas le but de mon intervention de dresser la liste de tous ses collaborateurs, mais disons que ces 10 ans en archives m'ont permis de trouver des constantes, des éléments qui caractérisent l'équipe. Et donc, juste 4 éléments, je vais vous citer aujourd'hui. Les premiers, c'est la longue durée des carrières. Donc, vous voyez ici dans ces graphiques très artisanales, bon, je ne suis pas très douée, mais vous voyez en rouge la carrière d'Alphand et en jaune et marron la carrière des principaux ingénieurs qui ont travaillé avec lui, et après les horticulteurs paysagistes. En bleu, c'est un conducteur, Drouet, qui
qui est l'un des plus importants collaborateurs, et après un violet les architectes et un gris les responsables des deux bois. Donc vous voyez la longue durée de ces carrières qui caractérise un peu toute son équipe. Donc là, on peut les confronter. Donc, vous voyez, 36 ans pour Alphand, et on arrivera à 36 ans pour Lafourcade. En fait, Lafourcade va suivre toute la carrière d'Alphand jusqu'à la fin, et il va lui survivre même, parce qu'il restera dans l'administration publique encore 3 ans. Alors, on pourrait porter des exemples. Je passe vraiment vite. Disons, l'exemple les plus importants, mais sera traité lors de ces 3 journées, c'est sans nul doute dans les ingénieurs, celui des gens d'Arcel. Donc, d'Arcel, il travaille déjà à l'administration publique, mais en 1955, il est détaché au service des promenades des plantations, et 55-56, et il va poursuivre sa carrière aux côtés d'Alphand pendant 20 ans, jusqu'à 1874-75, quand il prendra, bon, les raisons sont encore à définir, un congé sans solde pendant 4 ans, dans lesquels il restera quand même dans les milieux de l'art des jardins. Donc notamment, il lui sera confié les cours d'architecture des jardins et des serres dans la nouvelle école d'horticulture de Versailles, donc par son directeur, Auguste Hardy. Il publiera un opuscule qui deviendra un petit livre sur l'art des jardins, et en fait, ce sont la réunion des cours qu'il a donnés à l'école Doubreuil, à l'école d'arboriculture de la ville, aujourd'hui l'école Doubreuil, qui a contribué à fonder avec Doubreuil, justement, et en 1867. Et vous voyez ici, il a une carrière dans l'art des jardins, mais une carrière qui est au milieu de toute autre compétence d'un ingénieur. Donc, il a été un spécialiste des ponts, donc il a réalisé à certains points ponts parisiens avant de travailler 20 ans au service des promenades des plantations, et il reviendra dans l'administration publique en 1878, mais il ne réintégrera pas les travaux de Paris, il ira s'occuper des chemins de fer. Alors, c'est la carrière de longue durée, ce sont même les carrières des architectes, donc les 3 plus importants architectes de l'administration des promenades des plantations, Gabriel Daviou, Alphonse Joseph Fouget et Jean-Camille Fourmiger. Donc, vous voyez là, leurs carrières sont très longues. En fait, ils resteront tous jusqu'à la retraite, une fois qu'ils seront rentrés à l'administration parisienne. Donc, Alphonse Fouget, il partira en 1884, et les titres d'architecte en chef des promenades des plantations sera alors pris par Jean-Camille Fourmiger. Donc, vous voyez, rentré en 69, il restera au service de la ville jusqu'en 1920. Et pour terminer, pour cette longue durée, un autre cas d'un horticulteur, mais pas seulement, qui est mal connu et qui pourtant c'est une figure exceptionnellement intéressante. Donc c'est Jean Lafourcade. Donc Jean Lafourcade travaille, je remercie pour les informations Daniel Lejeune de tout à l'heure, et travaille déjà avec Barrier Deschamps avant d'arriver à Paris. Il va seconder Barrier Deschamps tout au long de sa carrière jusqu'à son départ, et probablement il prendra la suite de Barrier Deschamps, même en tant que concepteur, parce que dans l'état de ses travaux qu'il dresse en 1889, quand il reçoit la leçon d'honneur, il fait une liste très importante de tous les chantiers dans lesquels il s'est engagé, et notamment il n'y a pas simplement les plantations, par exemple celui qui réalise qui réalise en partie les plantations de l'impératrice, mais pas seulement. Donc, il s'occupe aussi de la gestion des pépinières. Il fait des voyages en Hollande pour trouver les plantes, pour décorer les nouvelles promenades publiques. Et à partir justement de la Troisième République, donc après la mort des Barrier Deschamps, il a même une activité des concepteurs. Donc, il réalise des parcs et squares parisiens. Il réalise des squares plutôt parisiens, pas seulement parce qu'il travaille aussi au jardin du Trocadéro. Et au-delà de Paris, il commence à être appelé par d'autres municipalités. Donc, il travaille à Roubaix, par exemple, et aussi à l'étranger. Donc, il travaille à Lausanne. Autre caractéristique, la transversalité des compétences. Alors ici, c'est plus un domaine qui est typique des ingénieurs. Les ingénieurs sont formés pendant toute leur scolarité, en quelque sorte, à la transversalité, à la polyvalence. Il s'agit toujours pour eux de gérer des flux et de la circulation, donc que ce soit par les chemins de fer, que ce soit dans un jardin.
finalement ils vont appliquer la même façon de gérer et de concevoir leur travail. Donc 4 exemples sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais Edmond Douai, Newton et Grégoire, ils arrivent tous les 3 en 1859, donc quand la ville devient les grands Paris de l'époque, donc après l'annexion. Il vient d'autres services et seront intégrés dans les promenades des plantations justement à cause de cette polyvalence. Dans le cas d'Oué, c'est vraiment particulier parce que Oué est un collaborateur et ami d'Alphand et sera son second, donc il va être l'adjoint du directeur des travaux de Paris à partir de 1878, donc à la mort de Belgrand. Il a été d'abord un collaborateur de Belgrand pour devenir un collaborateur d'Alphand et pour succéder à Alphand à sa mort en tant que les seuls ingénieurs de l'administration publique qui a vraiment les droits, qui a vraiment les compétences pour pouvoir les faire. Gustave Barthé est un jeune ingénieur très, très doué. Alphand insiste beaucoup pour l'intégrer dans son administration. Il restera juste 4 ans parce qu'il va mourir très jeune. Mais lui aussi, il dira à Alphand qui prononce le discours pour ses funérailles, il avait été choisi par le grand nombre de ses compétences et pour sa polyvalence. Alors, ce qui nous ramène aussi, toute cette transversalité, à un élément qui est vraiment caractéristique de cette équipe et qui est justement le travail des groupes et le travail d'équipe. Quand on étudie les documents d'archives, on se rend compte que bien évidemment, les plans et les dossiers sont signés par l'ingénieur qui est un chef du service, mais ça, c'est une pratique administrative. C'est-à-dire, l'ingénieur d'Arcel signe beaucoup d'études qui vont passer par la suite à Alphand, qui sont signées et validées par lui. Quand on regarde les documents, on se rend compte que tout élément, tout projet, tout dossier est en fait le résultat d'une composition d'un travail commun, donc qui s'organise comme aujourd'hui exactement pour un projet de paysage sur plusieurs étapes, donc un plan, un avant-mètre, un détail estimatif des travaux exécutés, un projet de nivellement et un rapport final qui normalement est dressé par un conducteur, validé par l'ingénieur chef du service et validé par les chefs de la direction, donc par les chefs du service des promenades et plantations. C'est la même chose pour les plans. Alors, ce qui rend très difficile finalement de saisir la main de chacun dans cette œuvre commune. Mais ici, vous avez un magnifique dossier qui est conservé à l'Hôtel des Villes, et c'est le dossier pour l'aménagement de la place Plantée et Square de la Borde, dans lequel nous avons toutes les différentes phases de ces chantiers. Et là, vous en avez quelqu'un, mais il y en a en fait une petite dizaine des plans qui sont des plans réalisés par les différents services et les différentes sections du service des promenades et plantations. Chacun amène sa contribution et finalement la réalisation finale est celle-ci. Donc c'est les grands plans dessinés, rehaussés à l'aquarelle, etc., signés par l'ingénieur en chef. Alors, ce travail d'équipe est représenté par cet ouvrage, Les Promenades de Paris, sur lequel je ne vais pas m'étaler, dont j'ai parlé lors du colloque du mois de mars, toujours sur Alphand au Petit Palais. Mais les promenades de Paris qui sont appelées à l'époque les Bello Gallico d'Alphand, et j'aime beaucoup, parce que c'est Ernouf qui dit ça, parce que les Bello Gallico, comme pour César, c'est un travail d'un régiment au fond. Et alors c'est le régiment de l'Hôtel des Villes, c'est le régiment de ses collaborateurs qui va les réaliser. Alors quand on commence à être un peu familier de toute cette littérature, on retrouve dans les pages des promenades de Paris des parties des rapports, des parties des guides de voyage de l'époque, etc. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Ce sont des rapports réalisés au sein de l'administration publique qui sont par la suite réélaborés, réécrits et intégrés directement à l'intérieur des promenades. Donc réellement, les promenades sont un bello gallico, c'est-à-dire ce sont les résultats de tout un travail d'une armée, des gens qui se réunissent derrière un chef et justement un chef, et ça c'est le quatrième élément, qui est la personnalisation même du service. Bon, ça c'est le mot d'Haussmann, et qui est totalement omniprésent. Donc ici vous avez un plan de 1877 dans lequel Newton, l'ingénieur de l'époque, demande qu'il soit, demande sur demande d'Alphand naturellement comme chef des travaux de Paris, qu'il soit noté sur un plan tous les colonnes Maurice de la ville. Et donc ces contrôles qui est capillaire sur tous les réseaux de
de la ville qui passe aussi par des documents comme celui-ci. Ça, c'est un modèle d'état d'avancement des travaux que les ingénieurs doivent rendre tous les mois à Alphand. Et donc ça, c'est encore une fois ça, c'est pour Darcel. Et un modèle qui doit être rempli avec les mêmes caractéristiques pour tous les services, les mêmes mots, etc. Alors, cette figure qui a en quelque sorte dominé, hanté cette principauté des travaux, on l'appelle à l'époque d'Alphand, c'est une figure donc qui va être un chef, un vrai chef, mais un chef aussi en tout ce qui concerne la gestion des carrières de ses collaborateurs. Et donc notamment, on trouve plein de lettres d'Alphand qui réclament des promotions, qui signalent les compétences de ses collaborateurs, qui réclament des honneurs pour ceux qui l'ont secondé pendant une vie. Donc c'est un chef aussi pour accompagner les carrières, et c'est un chef qui sait être chef aussi. Mais je ne veux pas être trop positive, c'est-à-dire je vous donne vraiment avec une certaine éloignement les documents d'archives, mais je vous dis juste, il sait être un chef aussi dans des situations un peu délicates, où il doit jouer un rôle qui est un peu double. Donc notamment, le dernier exemple, c'est il récupère les bureaux de la rue Largière, donc on est à Passy, c'est là c'est les sièges de promenade des plantations, et il la récupère Alphand après l'insurrection de la commune, après la commune. Et pendant cette époque, ces bureaux ont été occupés par les communards. Donc on lui demande d'envoyer immédiatement au préfet et au tribunal de Versailles tous les documents qui sont susceptibles de représenter des pièces à conviction sur l'insurrection. Alors il les fera, mais à chaque fois qu'il envoie l'un de ces documents, il envoie en même temps une lettre au général Appert qui est au tribunal de Versailles pour dresser la liste de tous ses collaborateurs, en particulier ouvriers et conducteurs, qu'il dit avoir été arrêtés sans aucune raison et pour lesquels il réclame immédiatement la libération. Donc, c'est-à-dire, c'est un peu un do ou des, il joue un rôle politique quand même délicat. Alors, pour conclure, ces processus de personnalisation des services, comme l'appelle Haussmann dans ses mémoires, se traduit aussi par la toute-puissance et l'apparente omniprésence du chef. Et donc, nous pouvons tirer quelques conclusions par ces 4 éléments et par les rôles qu'Alphand a joués dans l'administration parisienne. Pendant 40 ans, Alphand a joué un rôle majeur dans la transformation de Paris. Son service, initialement consacré au réseau des espaces plantés, devient au fil du temps l'élément fédérateur autour duquel va se structurer l'administration des travaux. Donc, secondé par une équipe d'ingénieurs issus des ponts de chaussée avec qui il partage la même démarche des projets, le même esprit d'organisation, il met en place une méthodologie de travail uniforme et cohérente qui caractérise tous les secteurs de l'aménagement urbain et qui caractérise encore, nous n'avons qu'à sortir d'ici, en grande partie ces paysages urbains. Cette méthodologie se fonde d'un côté sur un travail d'équipe caractérisé par une approche pluridisciplinaire et par la transversalité des compétences techniques de ses acteurs, et de l'autre côté sur la personnalisation des services dans la figure de leur chef. La longue durée des carrières à l'intérieur de l'administration municipale garantit enfin la permanence et la transmission, au fil des années, des procédés techniques et administratifs. Ainsi, en dépit d'une vision qui encore aujourd'hui reste floue de ses attributions professionnelles, l'analyse des documents d'archives montre que l'esprit technique et la capacité de manier les hommes sont les 2 éléments qui caractérisent l'action de ces technocrates hors pair. C'est avant tout un ingénieur et un administrateur, ou pour utiliser les mots d'Alphand, un ingénieur constructeur et un administrateur, qu'Adolphe Alphand adapte la ville aux objets de la modernité. Je vous remercie. Il y a peut-être des questions dans la salle. Des questions? C'est la première qui est la plus difficile. Daniel Lejeune, je suis administrateur à la SNHF et en charge notamment de la bibliothèque. Il se trouve que cette époque m'a beaucoup intéressé, que j'ai fait quelques lectures aussi. Merci de cette présentation, bien sûr. Je pense que peut-être il sera intéressant de démêler la position d'Haussmann pour se débarrasser de Varret
et faire venir effectivement Alphand, mais aussi de se débarrasser en même temps de l'importance de l'architecte Hittorf. Oui, mais ça, je pense que des personnes beaucoup plus compétentes que moi vont aborder les sujets, et elles ont abordé les sujets aujourd'hui, et elles ont abordé ces recherches. Je n'ai pas trouvé Hittorf dans les papiers Alphand, presque nulle part. Je sais qu'il n'a pas été évincé, en tout cas, comme Varé, et je n'ai pas non plus trouvé des relations entre Varé et Alphand. Alphand, c'est rapport plutôt à l'ingénieur qui avait dirigé les travaux du Bois de Boulogne, dont on ne parle jamais, mais qui a travaillé avec Varé pour tous les travaux d'infrastructure. Tantôt pas. Merci. Oui. Je suis Pierre-Marie Tricot, architecte paysagiste à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Je m'adresse à Jean-Pierre Le Dantec, dont j'ai trouvé l'exposé tout à fait remarquable, très, très bien documenté et montrant réellement ce qu'a été l'apport d'Alphand. Mais j'ai été d'autant plus surpris de la remarque finale qui, pour moi, n'est pas sans importance, critiquant l'urbanisme des hauts fonctionnaires qui s'est fait 100 ans plus tard, à mon avis, quand même un peu de la même façon. Et je trouve que la critique qui en est faite me rappelle quand même un petit peu justement celle qui a été faite d'Alphand, et le jugement mériterait peut-être d'être plus nuancé. Et comme souvent, il ne faut peut-être pas juger une époque avec les instruments de mesure de la nôtre. Certes, aujourd'hui, on ne ferait plus des villes nouvelles, on ne ferait plus des ZUP, on ne ferait plus des autoroutes. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire il y a 50 ans ? C'est peut-être une question plus complexe. Je pense aussi que accuser les grands serviteurs de l'État, là aussi, je dirais peut-être faisons attention. Je pense que le chaos de l'urbanisme moderne, qui s'est poursuivi depuis 30 ans, où l'État a quand même reculé, avec les centres commerciaux, les parkings, les tours, etc., j'ai tendance à penser qu'il est plus dû au libéralisme qu'au dirigisme. Mais enfin voilà, il y a un débat peut-être à ouvrir sur la transposition de ces questions 100 ans plus tard. Je ne vais pas chercher, j'espère que ma voix porte son micro. Bon, effectivement, je comprends. Je comprends que l'appréciation que j'ai faite en conclusion, de façon très très rapide, donc nécessairement trop schématique, j'en conviens. Il reste, selon moi, que précisément parce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une accusation, mais c'est simplement réfléchir aux procédures qui ont donné lieu à des problèmes qui sont aujourd'hui très, très, très sérieux. À l'époque, qu'il y ait eu un aveuglement partagé, j'en conviens. À preuve, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle « Le temps de l'urbanisme », qui a été fait dans les années 60 avec un commentaire de Thierry Monnier, c'est-à-dire d'un ancien collabo, il faut bien le dire, qui présente les réalisations des années d'urbanisme des années 60. Ce qu'il y a d'absolument stupéfiant, c'est que tous les endroits qui sont absolument vantés, il y a une liste, Thierry Monnier fait une liste de tous les endroits, et ben c'est tous les endroits extrêmement à problème, les pires qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, à mon avis, on a à réfléchir à cela, parce que peut-être c'est les manières de faire aujourd'hui, justement, si on travaille comme Antoine aussi, et moi et d'autres, beaucoup d'autres, sur les questions aujourd'hui du Grand Paris, par exemple, eh bien, on a à retenir ces leçons du passé, il me semble. Alors, c'est pas du tout pour porter un jugement carré et méchant sur les gens de cette époque, effectivement. Bon, mais sans doute faisons-nous aussi des
des erreurs qui seront, je l'espère, corrigées par la suite par d'autres. Voilà. Hein, c'est tout ce que j'ai à répondre à votre question. Bonjour, Bernard Barraquet, je suis directeur de recherche au CNRS honoraire. J'ai travaillé 19 ans à l'école des Ponts. Et du coup, je pourrais apporter un petit témoignage parce que cette façon de faire la critique que vous avez portée à juste titre, à mon avis, sur le fait qu'Alphand signait tous les travaux qui étaient faits sous ses ordres, mais c'est la pratique du corps. C'est précisément la pratique du corps d'ingénieur. Il n'y a pas que lui. Je veux dire, moi, par exemple, je vous dis, j'ai été pendant 19 ans dans une école. En tout cas, quand il était là, on avait l'homme de l'eau, c'était François Valiron. Il a laissé son cours à l'école des Ponts en 5 volumes, mais pratiquement, il n'a rien écrit dedans. C'est-à-dire que les chapitres sont les cours qui ont été faits par les gens qu'il a invités à enseigner. Bon, après, ça a été publié. C'est une façon de faire à laquelle on était habitué, sans tellement revendiquer, parce que c'était comme ça. Il était ingénieur général des Ponts, quand même. Hein. Bon. Et donc là, je me fais un peu écho des travaux qui ont été faits, qu'il faudrait d'ailleurs croiser avec les vôtres, d'André Guillerme, sur la notion de génie et sur la quintessence du génie qui est à la fois d'être dans l'enseignement, d'avoir une société savante, fermée, des publications et en même temps de contrôler, d'être placé dans l'administration, c'est exactement ça, hein, ou de Kostas Chatzis, mes camarades qui sont au laboratoire, qui étaient ou qui ont été au LATS de l'école des Ponts. Et d'ailleurs, j'ai qu'une question. Est-ce que Alphand a fait des cours à l'école des Ponts? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'il en a fait ou pas? Oui, alors Alphand, il était dans l'association des anciens élèves, donc il était pressenti pour donner des cours, mais malheureusement, il a commencé, malheureusement, il a commencé à donner ses premiers cours en 1891 et il est mort au mois de décembre. Et voilà. Non, mais c'est une pratique courante, mais soit même obligatoire dans le corps des Ponts. L'historien, lui, il a le droit de l'interroger. Il a le droit de l'interroger parce que, après tout, finalement, et d'ailleurs, je dois dire que, à mon avis, si Barillet-Deschamps a démissionné après de l'administration parisienne, enfin, a quitté l'administration parisienne après les buts de Chaumont, c'est-à-dire en 67, pour mener une carrière à l'extérieur de Paris. Hein, est allé, Louisal, c'est bien, travailler sur Turin, le Prater de Vienne, etc., etc. C'est vraisemblablement, et ce qui s'est passé lors de l'inauguration de son buste, qui, paradoxalement, si vous prenez une des allées comment dirais-je, du Père-Lachaise, vous avez pratiquement l'un à côté de l'autre, presque. Hein, il y a un petit buste de Barillet sur son tombeau, et un peu après, un grand buste d'Alphand. Et donc, le jour où 2 ans après la mort de Barillet, a été inauguré son monument, hein, qui était à la suite d'une souscription, eh bien, l'un des gens présents, après l'hommage qui a été rendu à Barillet par différents discours, il y a un type qui est lui-même un jardinier, enfin un horticulteur, je ne me rappelle plus sur le moment son nom, qui prend la parole et qui dit que c'est un scandale. C'est un scandale. Il y a un homme ici qui doit tout à Barillet et qui n'est pas présent et qui, en plus, non seulement n'est pas présent, mais n'a même pas donné son écho pour la souscription. Bon, ça laisse entendre qu'il peut y avoir des conflits, justement, du point de vue à cause de ces pratiques corporatives, d'une certaine façon, puisqu'il s'agit là du corps des ponts. Hein, bon. Que par ailleurs, moi je suis aussi ingénieur, hein, bon, je ne vais pas vous jeter la pierre forcément.